François d'Hitchcock raconté par Serge Souvion. Aujourd'hui, pour arriver à ses fins, par Marilyn Robbie. Il est 9h du soir quand je vide les bacs et dépose les épreuves terminées sur la table pour les faire sécher. Je fredonne tout en sortant une pochette jaune. Plus qu'un tirage à ranger. Une prise bonne pour 11 ratés, ça fait cher la photo. Encore un photographe du dimanche qui a ouvert l'appareil en pleine lumière. Pourtant, l'unique prise de vue est bonne. Elle montre un homme et une femme dans une tendre posture. Je commence à l'insérer dans l'enveloppe quand soudain, je jure et je l'examine de plus près. La fille porte une blouse blanche et tient ses bras autour du cou de l'homme. Bon sang, mais c'est John Higgins qui habite la superbe propriété de Danforth. Je ne fais pas partie de ses intimes, ce genre de personne étant d'un niveau social bien supérieur au mien. Mais je sais une chose, cette fille n'est pas sa femme. Pour de la dynamite, c'est de la dynamite, cette photo. D'après ce que j'ai entendu dire de la femme de John Higgins, ce n'est pas ce qu'on appelle une beauté. Elle doit avoir au moins 10 ans de plus que lui. Quant à cette fille sur la photo, quel sex appeal. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle m'ait donné à développer une pellicule si confidentielle alors que nous sommes à 20 km de Danforth. À moins que John Higgins ait été pris en photo à son insu. C'est vrai ça, il ne semble pas avoir conscience de la présence de l'appareil vu la façon dont il contemple la fille, comme s'il voulait la dévorer. À mon avis, tout ça sent le chantage. La pellicule a été déposée par Frances Damon, habitant Danforth. Quoi faire? Après tout, j'ai fait moi aussi une part du boulot. Sans moi, il n'y aurait pas cette photo, et sans la photo, pas de chantage. Je jette un regard circulaire en ma boutique. Tout ça aurait bien besoin d'être rafraîchi. Mais ça fait des années que j'attends d'en avoir les moyens. C'est peut-être l'occasion. Je décroche le téléphone et j'appelle Mademoiselle Damon. Elle a une voix chaude, pas du tout celle d'un maître chanteur. J'ai presque envie de raccrocher avant même de parler, mais je me reprends. Allô? Ici Dan McGee. La photo est prête? Me coupe-t-elle impatiente. Je remarque qu'elle a dit la photo et non les photos. Oui, elle est prête, ça, oui. C'est un cliché très intéressant, mademoiselle Damon. Je pense que monsieur John Higgins doit l'attendre avec impatience. Il y a un grand silence dans l'écouteur, puis j'entends une profonde inspiration. Que voulez-vous? Demande-t-elle enfin. Juste un petit bavardage. Que diriez-vous, mademoiselle, si je vous apportais la photo ce soir? Encore un long silence. Mais je sais que je l'ai amenée là où je veux. Elle est perdante de toute façon. Si elle refuse de me rencontrer, elle ne remettra jamais la main sur la photo. Et si elle accepte... Je l'entends calmer sa respiration. C'est bon, dit-elle finalement. Apportez la photo avec vous.
Il n'y en a que pour un quart d'heure en voiture jusqu'à Danforth. À 9h30, je grimpe les marches d'une maison plutôt modeste. Une fille m'attend en haut de l'escalier. « Monsieur McGee ?» demande-t-elle comme si elle souhaitait que je ne sois pas le visiteur qu'elle attend. Je la contemple avec admiration. C'est la fille qui est sur la photo, ce que j'espérais. Je me demande d'ailleurs qui a pris cette photo. Elle a peut-être déclenché une commande à distance. Je la suis dans son appartement en appréciant le galbe de ses jambes et le balancement gracieux de sa démarche. J'ai du mal à croire que quelqu'un qui a des yeux bleus de Chine aussi innocents que ceux d'une poupée soit mêlé à ce genre d'histoire louche. Vous avez apporté la photo ? N'importe comment, c'était une idée ridicule. Oh, elle ne vient pas de moi, et je n'essaie pas de vous monter un bateau. Je travaille au sauna qui est sur la place de l'église. Je suis masseuse. Je hoche la tête. Je ne suis jamais entré dans un sauna, mais je devine ce qui peut s'y passer. Ne me regardez pas comme ça, s'exclame la fille. J'exerce mon métier de façon tout à fait honnête. Ce sont seulement les gens comme vous, dans ces petites villes de province, qui ont l'esprit mal tourné et qui... Mais vous n'avez pas à me convaincre de quoi que ce soit, mademoiselle, lui dis-je. Elle prend une profonde inspiration. La colère la rend plus belle encore. La tension est telle en elle qu'elle préfère s'en ouvrir à moi. Eh bien voilà. Cet homme, John Higgins, est venu une première fois l'hiver dernier. Ça n'est que depuis le printemps qu'il vient chaque jeudi pour un massage du dos. Ah, un massage du dos. Et quoi d'autre? Ça suffit, monsieur McGee. Sachez que rien ne me force à accepter vos questions. Vous voulez la photo, non? Lui dis-je avec un sourire en coin. C'est bon, reprend-elle avec un soupir de contrariété. Il y a environ une semaine, j'ai reçu une lettre anonyme. Elle se lève et va vers le tiroir d'un secrétaire. Elle en sort une feuille de papier à lettres pliée en 4. C'est un papier fort coûteux, épais et gravé. La personne qui a écrit cette lettre suggère que je découvre quel est l'homme qui vient tous les jeudis. Elle dit que c'est quelqu'un de marié à une femme riche et plus âgée que lui, qu'il aime se mêler de politique et qu'il ne peut se permettre un scandale. La lettre est longue. Elle ajoute qu'il aime batifoler, mais qu'il n'a encore jamais été pris. Je regarde la lettre. Elle est telle qu'elle vient de me la décrire. Elle me regarde droit dans les yeux. Écoutez, monsieur McGee, je vous suis reconnaissante de m'avoir empêché de faire une chose que j'aurais regrettée toute ma vie. Vous pouvez prendre cette photo et la déchirer, brûlez-la, et brûlez aussi le négatif. Elle me fixe. Elle est jolie, très jolie, mais elle est longue à comprendre. Enfin, si je m'y prends bien, et avec une certaine dose de patience, je suis sûr de la convaincre de la justesse de mon raisonnement. Tenez, dans quelques instants, je vous invite à reprendre cette conversation avec mademoiselle Damon. Écoutez, mademoiselle Damon, sincèrement, j'estime que votre plan initial est très intelligent, mais je pense avoir besoin de votre aide. Par exemple, pour contacter monsieur Higgins. Il nous faut 2 heures pour tout arranger. Je dois toucher une part de 50%. Tant que nous tenons le négatif, nous avons le pouvoir et nous pouvons décider du prix qu'il aura à payer pour le récupérer. Pour la mettre en confiance, je lui ai dit plusieurs fois que tout ça n'est qu'un jeu d'enfant et qu'elle ne doit pas s'inquiéter.
Elle se sent un peu mieux quand je la quitte. Nous nous sommes laissés aller l'un et l'autre à quelques confidences. Je lui ai parlé du genre de ma boutique et elle m'a confié qu'elle attendait beaucoup de la vie qui, jusqu'ici, avait été très dure pour elle. Mais tout ça, c'est du passé, puisque je vais pouvoir l'aider. Je décide de rédiger la lettre cette nuit-là. Bien entendu, je ne l'écris pas de ma main, mais je découpe des mots dans différents articles de journaux. Je suis prêt à glisser le papier dans une enveloppe quand je me dégonfle. Et là, si jamais John Higgins avait l'idée d'aller voir les flics et de faire rechercher des empreintes que j'aurais pu laisser sur ces objets. Je décide donc de joindre John Higgins par téléphone. Je ne cours aucun risque de l'appeler à 10 heures du matin, il est sûrement chez lui. « John Higgins ?» dis-je dès que j'entends qu'on décroche. « Je possède une photo qui pourrait vous intéresser. » Il jure. C'est son genre. Mais il raccroche précipitamment. Je pense que c'est parce que sa femme a dû entrer dans la pièce. Je le rappelle une demi-heure plus tard et il accepte de nous rencontrer le soir même dans l'appartement de Frances. Avant que John Higgins arrive, Frances et moi nous répétons notre scénario. Nous donnerons un exemplaire de la photo à John Higgins en lui faisant bien comprendre que nous avons le négatif. Et ensuite, nous lui demanderons 10 000 $. Ça me semble tout à fait raisonnable. Nous serons corrects également et nous ne garderons pas le négatif. Ou seulement pour raison de sécurité. 5 000 $ est la somme dont j'ai besoin pour rénover le magasin. Quant à Frances, elle n'a jamais imaginé avoir autant d'argent. J'avoue que John Higgins nous surprend. Je l'ai catalogué comme un vantard. Là, je ne me suis pas trompé. Mais il est plus intelligent que je ne l'ai supposé. À vrai dire, pour épouser une femme riche comme la sienne, faut avoir les méninges en bon état. En tous les cas, il reste maître de la situation. Il s'assoit, un verre à la main, et regarde la photo. Puis, il déclare que Frances l'étonne et que jamais il ne l'aurait imaginé capable de faire une chose pareille. Pendant un moment, je redoute qu'elle ne craque et se mette à pleurer. Alors je la secoue. Je lui envoie quelques vacheries à lui et il devient mauvais également. Ça ne prend pas longtemps avant que Frances ne se rende compte que Higgins mérite de payer. Mais il est plus futé que je ne le crois. En effet, il affirme que sa femme paiera plus cher que lui cette photo. Je lui demande de préciser sa pensée. Mais enfin, bon sang, monsieur Higgins, le but de cette affaire est d'empêcher que votre femme voie ce cliché compromettant, non? Oh, elle sait que je me distrais un peu, répond John Higgins. Il fume de gros cigares et sa fumée commence à me donner la nausée. Je ne veux pas vous discréditer, Frances, ma chérie, mais il y a eu d'autres filles dans ma vie, et s'il y a une chose que ma femme ne peut supporter, c'est la publicité. Ça blesse son orgueil. Elle a déjà payé très cher pour me tirer d'affaire, mais jamais encore à cause d'une photo. Frances et moi, nous nous regardons du coin de l'œil. Maintenant, voici ce que nous devrions faire, reprend John Higgins en s'adossant à son fauteuil. Demandez 30 000 $ pour le négatif et nous partagerons en 3. Vraiment, John Higgins est un homme futé. Frances se montre réticente, mais je lui fais comprendre qu'elle a tort. Mais imaginez, vous allez avoir 10 000 $ rien que pour vous, sans rien faire. Vous voyez ce que ça représente, 10 000 $, hein? Ce que vous allez pouvoir acheter sans devoir compter vos économies. Une chose dont nous devons nous assurer, reprend John Higgins, c'est que ma femme ignore que je suis derrière tout ça. Il se croit le grand patron et il commence à m'agacer. Alors je lui fais comprendre qu'il mérite.
Nous n'avons pas besoin de vous mettre dans le coup, monsieur Higgins. Vous avez eu une bonne idée, mais nous avons le négatif. John Higgins éclate de rire. Mais si vous allez me mettre dans le coup, répond-il du tac au tac. Parce que sans ça, je suis foutu. Et vous aussi. J'ai des dettes, voyez-vous, et mes amis me réclament leur argent. Et si je ne peux pas en trouver ces jours-ci, j'abandonnerai la maison. Je sais que je lâche la poule aux œufs d'or, mais je n'ai pas le choix. Ou je paye, ou je quitte la ville. Mes amis sont des clients plutôt durs, voyez-vous. Donc, vous voyez que si je n'ai pas l'argent, cette photo ne vaut rien. Je serais parti depuis longtemps avant que ma femme puisse même sortir son carnet de chèques. Et croyez-moi, elle ne paiera pas pour rien. Là, je vois où Higgins veut en venir. Il sait que tant que sa femme espère sauver leur mariage, elle paiera. Nous ferons donc part à 3. Il ne nous reste plus qu'à mettre au point notre stratégie. Nous humectons notre gorge de whisky pur malt. Nous décidons que j'irai à la maison de Higgins, que je montrerai la photo à sa femme et que je fixerai les modalités. Je suis un peu inquiet, mais John Higgins me fait remarquer que la seule chose à laquelle je dois faire attention est d'être seul avec elle quand je lui parlerai, pour qu'elle n'ait pas de preuve que j'ai essayé de la faire chanter. Le lendemain, en début de matinée, je me rends à la propriété des Higgins. Mon admiration pour ce monsieur John Higgins s'accroît considérablement durant les 10 minutes où je reste assis dans un petit salon en attendant que madame vienne me parler. Mais quand je la vois, je comprends pourquoi elle doit payer pour avoir un mari. Son visage n'a rien que la chirurgie esthétique n'ait pu réparer, mais ses yeux ont un regard sournois et sa voix est comme le tranchant d'un rasoir. Ce vieux John Higgins a quand même payé très cher pour avoir tout cet argent. « Eh bien, monsieur McGee, que voulez-vous » me lance madame Higgins. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je veux quelque chose, madame? J'entends ma voix trembler et je m'en veux d'avouer ainsi mon émotion. Personne ne vient jamais me voir, à moins de vouloir quelque chose. Allons, pressons, je n'ai pas toute ma journée. Et cela a-t-il un rapport avec John Higgins, mon mari? Cette femme est étrange. Elle sait ce que vous allez dire avant même que vous ne l'ayez formulé. Je ne sais pas ce que je lui ai raconté, mais la première chose dont je me rends compte, c'est qu'elle tient la photo entre ses doigts boudinés et qu'elle la détaille scrupuleusement. Où est le négatif? Me demande-t-elle quand elle relève ses petits yeux porcins. Je lui réponds qu'il est en ma possession. Je voudrais lui annoncer que je compte le garder, mais la voix me fait défaut. Très bien, dit la grosse dame en enfouissant la photo dans son corsage. Ça, madame, ça vous coûtera... Ma gorge est si sèche que je m'étrangle. Ça me coûtera quoi? Demande-t-elle. 30 000 $, dis-je avec grand-peine. Elle ne répond pas, ne fronce pas les sourcils, elle ne se met pas en colère, elle ne pleure pas. Je vous le dis, elle me donne des frissons. Enfin, elle dit... Vous aurez ma réponse demain. J'enverrai un message à votre boutique. Je retourne à l'appartement de Frances. John Higgins est là. Nous débouchons la bouteille de whisky pur malt et nous trinquons pour saluer notre courage. Le sien pour vivre avec un tel monstre, le mien pour l'avoir affronté pendant cette discussion. Le lendemain matin, John Higgins et Frances m'attendent devant la boutique. La femme de Higgins ne lui a rien dit, mais il est persuadé qu'elle va payer. Moi, j'avoue que j'en suis pas aussi certain.
Nous passons la matinée dans l'arrière-boutique à attendre que Madame Higgins se manifeste. Vers midi, John commence à s'énerver. Mais pourquoi ne lui avez-vous pas demandé l'argent immédiatement? Elle pouvait payer. Elle garde beaucoup de liquide dans le coffre de sa chambre. Ben, vous auriez au moins pu lui demander quand elle allait envoyer son message, ajoute Frances. Cette attente me met les nerfs à fleur de peau. À ce moment précis, le carillon retentit. Je sors de l'arrière-boutique. Un coursier attend, une grande enveloppe à la main. Je prends le pli et j'accroche la pancarte fermée à la porte avant de retourner dans l'arrière-boutique. « Nous sommes sauvés !» s'exclame John Higgins dès qu'il me voit. Nous jouons une petite partie de baseball avec la lourde poche. Au bout de 3 passes, je garde le colis et je l'ouvre. Il contient 3 enveloppes. L'une, la seule de grand format, porte le nom de John Higgins. Une autre, celui de Frances. La dernière, le mien. Mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Demande John Higgins. C'est son écriture. Comment savait-elle que je recevrais ce qu'elle enverrait ici? Il déchire son enveloppe pour l'ouvrir. Elle ne contient pas d'argent, mais des formulaires de demande de divorce. John Higgins blêmit, et il ne remarque même pas que son cigare s'est éteint. Son expression est celle d'un homme qui vient de tout perdre. « Elle ne peut pas divorcer !» répète-t-il sans cesse. « Elle ne peut pas divorcer, voyons, elle ne peut pas divorcer !» Vient ensuite le tour de Frances. Son enveloppe a la taille d'une enveloppe ordinaire. Elle l'ouvre et en sort une feuille de papier. Oh, je me sens mal quand je le vois. C'est ce même papier épais sur lequel a été écrite la lettre anonyme que Frances a reçue. Je lis par-dessus son épaule. « Chère mademoiselle Damon, merci beaucoup d'avoir suivi ma suggestion. Je n'aurais pas pu obtenir une si bonne photo sans votre aide. Mon avocat me dit que c'est tout ce dont j'ai besoin pour être débarrassé à jamais de John Higgins. Et ce qui est plus beau, c'est que je n'aurai pas de pension alimentaire à payer. Sincèrement vôtre, Isabelle Higgins. » Quelle épouvantable sorcière! S'exclame Higgins. Je savais qu'elle était redoutable, mais jamais je n'ai imaginé qu'elle irait si loin. Elle nous a manipulés comme des marionnettes, et sans le savoir, nous lui avons permis d'arriver à ses fins. J'en vois son visage malgré ses yeux porcins. Son regard brille et abrite une intelligence vive. D'ailleurs, la stratégie dont elle a fait preuve en est la démonstration. Je n'attends pas d'argent dans mon enveloppe, mais la lettre que j'y trouve me surprend quand même. Cher Monsieur McGee, la photo de mon mari que vous m'avez apportée l'autre jour me plaît beaucoup. Auriez-vous l'extrême amabilité d'en faire un agrandissement afin que je garde un souvenir de John Higgins et de mademoiselle Damon? Je vous en serai infiniment reconnaissante. Sincèrement vôtre, Isabelle Higgins. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion, avec aujourd'hui Pour arriver à ses fins de Marilyn Robbie.